J'ai peur pour ma vie. Ce furent les derniers mots que Sandra Campbell entendit de sa meilleure amie Elena Moore. Pas au revoir. Pas à bientôt. Pas on se voit plus tard. J'ai peur pour ma vie. Elle se tenait dans un restaurant à Lexington, en Caroline du Sud, le 31 mai. Elena venait de serrer Sandra dans ses bras, fort, plus fort que d'habitude, s'accrochant comme si elle ne voulait pas lâcher prise. Et puis elle la murmurait. Il faut qu'on se parle en tête-à-tête. Je ne peux pas parler maintenant devant ces gens. C'est du genre j'ai peur pour ma vie. Sandra a quitté ce restaurant en pensant qu'elle parlerait bientôt. 11 jours plus tard, le corps d'Elena Moore a été retrouvé dans les bois, à 1,5 miles d'une salle de sport Planet Fitness, vêtue du même sweat à capuche vert olive et du même pantalon de sport noir qu'elle portait en sortant. Et le département de police qui avait passé une semaine à dire qu'aucun acte criminel n'était suspecté a immédiatement fait appel au SLED, l'unité des crimes majeurs de Caroline du Sud, au moment où ils ont découvert sa dépouille. Il faut se demander pourquoi. Si vous voulez rester informé sur des affaires comme celle-ci où les questions comptent autant que les réponses, cliquez sur j'aime dès maintenant et abonnez-vous à les carnets cachés du True Crime. Nous ne détournons pas le regard des questions difficiles. Nous suivons chaque piste jusqu'à ce que nous trouvions la vérité. Revenons à ce brunch. Le 31 mai, 2026. Un groupe de femmes s'est réuni dans un restaurant de Lexington, en Caroline du Sud. Certaines étaient les clientes d'Elena. Elle travaillait comme entraîneuse personnelle, quelqu'un qui construisait des relations en poussant les gens au-delà de leurs limites, à travers des séances matinales et des mots d'encouragement quand ses clients voulaient abandonner. C'était le genre de rassemblement qu'Elena adorait. De nouveaux endroits. Une nouvelle énergie. Réunir des entrepreneurs et des personnes motivées qui partageaient sa vision de la vie. Sandra Campbell connaissait Elena depuis des années. Elles avaient traversé des épreuves ensemble. Elles avaient célébré des victoires ensemble. Sandra admirait Elena d'une manière qui allait au-delà de l'amitié. Alors quand Elena est arrivée ce jour-là, Sandra a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Elena n'était pas calme. Elle regardait constamment autour d'elle, scrutant la salle, les fenêtres, la porte. À un moment, elle s'est levée de table et s'est dirigée vers l'entrée, regardant dehors comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre à tout moment. Comme si elle avait peur de qui pourrait être cette personne. Mais elle n'était pas agitée. Elle ne s'effondrait pas. Sandra a même enregistré une courte vidéo ce jour-là, faisant le tour de la table. Dans ces images, Elena semble posée. Elle avait toute sa tête, présente avec le groupe, riant et parlant et échangeant avec tout le monde autour d'elle. Elles ont pris le brunch. Elles ont partagé des histoires. Elena était assise en face de Sandra. Et puis Sandra a dû partir pour aller chercher son fils. Elle s'est levée, a serré Elena dans ses bras pour lui dire au revoir, et c'est là que c'est arrivé. Elena s'est accrochée. Elle n'a pas juste rendu l'étreinte poliment. Elle a serré Sandra fort et a dit qu'elle devait se parler en tête-à-tête. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas parler maintenant, pas devant ces gens. Il y avait encore 4 ou 5 femmes à table. Et puis Elena a prononcé les mots qui entraient Sandra pour le reste de sa vie. C'est une situation de folie en ce moment. J'ai peur pour ma vie. Sandra a demandé de quoi elle parlait. Qu'est-ce qui se passe? La réponse d'Elena a été simple et glaçante. Tu n'en as aucune idée. C'est trop lourd en ce moment. Il faut qu'on parle, juste toi et moi, en tête-à-tête. Et c'était tout. Sandra est sortie de ce restaurant en croyant qu'elle se connecterait bientôt. Un jeu de téléphone manqué. La vie devient chargée. Elle se rattraperait plus tard. Le 4 juin, Elena a appelé Sandra. Sandra a manqué l'appel. Elle s'est dit qu'elle parlerait plus tard. Elles ne l'ont jamais fait. 11 jours après ce brunch, le soir du 11 juin 2026, Elena Catherine Moore est entrée dans un Planet Fitness à Lexington, en Caroline du Sud. Elle s'est enregistrée à 18h40. Elle s'est entraînée pendant plus de 2 heures. Et puis elle est sortie en direction d'une zone boisée à pied, sans voiture, et n'a plus jamais été vue vivante. 6 jours plus tard, un corps a été découvert dans les bois. Sweat à capuche vert olive. Pantalon de sport noir. À 1,5 miles de la salle de sport. Et les forces de l'ordre, le même département qui avait passé des jours à déclarer publiquement qu'aucun acte criminel n'était suspecté, ont fait volte-face et fait appel à l'agence d'enquête la plus sérieuse de l'État au moment où ce corps a été trouvé. Pourquoi un département minimise-t-il publiquement les soupçons pour ensuite faire immédiatement appel à l'unité des crimes majeurs de l'État?
Qu'est-ce qui a changé quand ils ont vu cette scène? Et pourquoi, dans les semaines précédant la disparition d'Elena, disait-elle à sa meilleure amie qu'elle avait peur pour sa vie? Que se passait-il à l'intérieur de ce mariage? Parce que voici ce que nous savons maintenant. Selon Sandra Campbell, Elena et son mari Brandon Slice, un homme ayant 14 ans d'expérience dans les forces de l'ordre qui travaille maintenant comme enquêteur privé, n'allait pas bien. Ils ne traversaient pas juste une période difficile. Ils essayaient de se séparer. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre qui était cette femme. Parce qu'elle le mérite. Elle mérite plus qu'une affiche de personnes disparues et une alerte d'information de 2 phrases défilant en bas d'un écran. Elena Catherine Moore avait 39 ans. Elle est née en Russie et a été adoptée enfant par une famille de Caroline du Sud. Ce détail compte parce qu'il vous dit quelque chose de fondamental sur Elena. Elle est venue au monde avec très peu de garanties, et elle a construit quelque chose quand même. Elle a quitté la maison de son enfance alors qu'elle était jeune adolescente. Elle a trouvé la sécurité auprès de la famille d'une amie et a vécu avec eux pendant ses premières années d'université. Puis elle est arrivée à Lexington, en Caroline du Sud, et elle y a planté des racines. Elle est devenue entraîneuse personnelle, et ce n'était pas juste un titre sur une carte de visite. C'était une vocation. Elle travaillait au Wolf's Fitness Center. Elle était barmaid dans plusieurs bars autour de Lexington. Elle travaillait à la pharmacie CVS. Elle était, dans tous les sens du terme, intégrée dans sa communauté. Plusieurs emplois. Plusieurs cercles. Une femme que les gens de tous horizons reconnaissaient parce qu'elle avait servi leurs boissons, rempli leurs ordonnances et les avait poussés à travers des entraînements quand ils voulaient abandonner. Son amie Sandra Campbell l'a décrite ainsi. Elle est tellement positive, tellement encourageante. C'est quelqu'un que j'admire. Elle a eu une enfance difficile. Elle a conquis tant de choses par elle-même. Et ses clients vous diraient la même chose. Elena n'était pas le genre d'entraîneuse qui faisait les choses mécaniquement. Elle se présentait. Elle investissait. Elle envoyait des messages vocaux de nulle part juste pour dire bonjour ma belle. Elle faisait en sorte que les gens se sentent vus. Même dans ses pires jours, elle était encore la raison de quelqu'un d'autre de continuer. Mais il y avait un autre côté à la vie d'Elena, un côté que le public commence seulement maintenant à voir. Elle avait des antécédents d'anxiété, quelque chose qu'elle et Sandra avaient traversé ensemble au fil des ans. Ce n'était pas une nouvelle lutte. C'était quelque chose qu'Elena gérait, quelque chose avec laquelle elle avait appris à vivre. Et dans les mois précédant sa disparition, elle avait discrètement arrêté de publier sur les réseaux sociaux. Pour une femme décrite par tous ceux qui la connaissaient comme très active en ligne, quelqu'un qui documentait sa vie, son parcours fitness, sa communauté, devenir complètement silencieuse sur les réseaux sociaux n'était pas juste inhabituel. C'était alarmant. Son amie Lauren Bisley a déclaré à Fox News Digital qu'Elena était devenue radio silencieuse environ un mois avant sa disparition. Et cela, a dit Bisley, était très inhabituel pour elle. Inhabituel. Cette phrase revient encore et encore. De la part des amis. De la part de la police. De la part des gens qui connaissaient le mieux Elena. Parce que la femme qu'il connaissait ne s'est pas simplement volatilisée. Elle n'est pas entrée dans les bois seule la nuit sans raison. Elle n'a pas quitté les gens qu'elle aimait sans un mot. Quelque chose est arrivé à Elena Moore. Quelque chose qui a commencé bien avant le 11 juin. Et plus on regarde de près, plus on réalise que ça a commencé à l'intérieur de sa propre maison. C'est la partie de l'histoire dont Internet hurle depuis le premier jour. Et nous devons la traiter avec précaution. Parce qu'il y a les faits, et puis il y a la spéculation. Et dans une affaire comme celle-ci, ces deux choses peuvent devenir dangereusement mélangées. Alors séparons-les. Voici ce que nous savons. Elena Moore et Brandon Slice étaient ensemble depuis plus de 13 ans. Ils se sont mariés en 2024, juste 2 ans avant sa disparition. Sur le papier, ça ressemble à une histoire d'amour. Un couple qui a finalement officialisé après plus d'une décennie ensemble. Mais selon l'amie la plus proche d'Elena, l'image à l'intérieur de ce mariage était très différente de ce à quoi elle ressemblait de l'extérieur. Sandra Campbell a déclaré au journaliste Brian Antin, et a ensuite confirmé à d'autres médias, qu'il y avait eu des problèmes dans le mariage pendant des années. Elle a dit que Brandon appelait parfois Elena quand elles sortaient ensemble, et que le ton de ses appels n'était pas aimant. Elle a dit qu'Elena avait manqué un concert auquel elles devaient toutes deux assister, des billets qui étaient chers, simplement parce qu'elle ne voulait pas être près de Brandon ce soir-là. Et puis Sandra a dit quelque chose qui a tout arrêté. Elle a dit qu'ils essayaient de se séparer.
Il y a eu des problèmes. Ils essayaient de se séparer. C'est un signal d'alarme pour moi. C'est énorme. Ce n'est pas un détail mineur enterré à la fin d'un reportage. C'est une femme, l'une des amies les plus proches d'Elena, quelqu'un qui la connaissait depuis des années, qui déclare officiellement que ce mariage était en difficulté. Il se dirigeait vers une rupture. Et il y a autre chose qui revenait sans cesse. Plusieurs personnes qui connaissaient Elena ont décrit le même schéma. Brandon contrôlait prétendument son téléphone, ses réseaux sociaux, s'assurant qu'elle savait, selon les mots de Sandra, tout ce que tu as c'est moi. Comportement d'isolation classique. Si vous avez déjà lu sur le contrôle coercitif, sur les schémas que les enquêteurs voient affaire après affaire, vous savez que l'isolation est presque toujours l'un des premiers mouvements. Vous coupez la personne de son réseau de soutien. Vous lui faites sentir que vous êtes son monde entier. Et puis elle n'a nulle part où aller. Maintenant, je veux être très clair ici. Rien de tout cela n'est une accusation criminelle. Un mariage troublé, même un mariage contrôlant, ne fait pas automatiquement de quelqu'un un tueur. Les gens se séparent tous les jours. Les gens se disputent. Cela seul ne prouve rien. Mais cela soulève des questions. Et voici où ça devient encore plus compliqué. Brandon Slice n'est pas juste le mari d'Elena. C'est un homme avec 14 ans d'expérience dans les forces de l'ordre au département du shérif du comté de Lexington. Il travaille maintenant comme enquêteur privé pour un cabinet d'avocats à Lexington. Il sait comment fonctionnent les enquêtes. Il sait comment les preuves sont traitées. Il sait comment parler et quoi ne pas dire. Et quand un journaliste l'a contacté après la disparition d'Elena, Brandon leur a dit qu'il avait été conseillé par les forces de l'ordre de ne pas parler aux médias jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Est-ce raisonnable? Absolument. Les avocats conseillent cela tout le temps. Est-ce aussi pratique? À vous de me dire. Et puis il y a son activité sur Facebook. Pendant que sa femme était portée disparue, Brandon a fait une publication. Pas une alerte de personnes disparues. Pas un appel à l'aide publique. Une publication faisant référence à une photo prise des semaines plus tôt. Quand les commentaires ont afflué exigeant des réponses, il a répondu. Je suis désolé pour la dernière publication. Cette photo a été prise il y a quelques semaines. C'était tout. C'était sa déclaration publique pendant une recherche active de sa femme disparue. Les gens ont perdu la tête. Et l'enquêteur privé engagé par sa famille, un homme nommé Harry Duke, est passé à la télévision en direct et a dit qu'il n'y avait aucun problème dans le mariage. Aucune tension. Tout allait bien. Sandra Campbell a entendu ça. Elle a appelé Duke directement. Elle a dit, « Vous ne m'avez pas parlé. Vous ne m'avez pas demandé s'il y avait des problèmes dans le mariage. » Il y avait des problèmes dans ce mariage. Brandon vous l'a dit. Alors êtes-vous en train de dire qu'il ne l'a pas fait? Duke aurait répondu, « Madame, c'est maintenant au comté de Lexington d'en avoir le contrôle. » Deux récits concurrents. Le côté du mari dit pas de problème, tout normal. Le côté de l'ami dit problème sérieux, tentative de séparation, peur pour sa vie. Un seul de ces récits se termine avec le corps d'une femme dans les bois. Revenons exactement une semaine avant la disparition d'Elena. Le 4 juin 2026. Un couple nommé Sarah Burleson et John Moore, sans lien avec Elena, vit près d'un complexe d'appartements à environ 800 mètres du Planet Fitness. Et cet après-midi-là, un livreur DoorDash dépose une livraison de nourriture à leur porte. Puis Elena Moore s'approche. Elle prend la commande comme si c'était la sienne. Comme si elle l'avait commandée. Comme si c'était chez elle. Le livreur DoorDash demande à prendre une photo pour l'application. Elena dit d'accord. Le livreur part. Et maintenant Elena se tient à la porte d'un étranger tenant la nourriture de quelqu'un d'autre. John Moore ouvre la porte, reprend la nourriture, se retourne pour rentrer, et Elena commence à le suivre à l'intérieur. Dans sa maison. Comme si elle y habitait. John Moore l'a décrit à News Nation. Une fois que j'ai récupéré la nourriture d'elle et que je me suis retourné pour rentrer dans la maison, quand elle a commencé à entrer dans la maison avec moi, elle semblait vraiment confuse et désorientée sur l'endroit où elle était ou ce qu'elle faisait. Confuse. Désorientée. Et ça ne s'arrête pas là. Environ une heure après cela, l'épouse a de nouveau croisé Elena. Cette fois, Elena fouillait dans des colis devant la porte d'un voisin. L'épouse a demandé, « Connaissez-vous mon voisin ?» Elena a dit non. « Alors que faites-vous ?» Et la réponse d'Elena, mot pour mot, était celle-ci.
Honnêtement, je ne sais pas laisser ça s'installer. Ce n'est pas une femme légèrement confuse après une longue journée. C'est une femme qui ne sait pas où elle est, pourquoi elle est là, ou ce qu'elle fait. C'est alarmant. C'est clinique. Et Sandra Campbell pense savoir ce qui s'est passé ensuite. Elle dit que c'est le jour où Elena a été emmenée à l'hôpital, et de là directement à Three Rivers, un établissement de santé mentale dans la région. Elle est allée de l'hôpital directement à Three Rivers, a déclaré Sandra à Brian Antin. C'était évidemment de son propre fait. Genre il ne pouvait pas la garder là parce qu'elle est partie de son propre chef. Alors voici la chronologie d'Elena Moore dans les semaines précédant sa mort, écrite simplement, sans commentaire. 31 mai. Au brunch, agissant nerveusement, surveillant la porte, disant à sa meilleure amie qu'elle a peur pour sa vie. 4 juin. Trouvée errant dans un complexe d'appartements d'un étranger, confuse, désorientée, emmenée à l'hôpital, aurait été admise dans un établissement de santé mentale. 11 juin. S'enregistre dans une salle de sport, s'entraîne pendant plus de 2h30, sort, disparu. Ce n'est pas une disparition aléatoire. C'est une progression. Quelque chose se construisait, visiblement, mesurable, indéniablement, pendant des semaines avant la disparition d'Elena. La question est, qu'est-ce qui la conduisait? Crise de santé mentale? Problème de médicaments? Peur de quelqu'un de spécifique? Quelque chose se passant à l'intérieur de cette maison chaque jour que personne à l'extérieur de ces murs ne pouvait voir? Ou tout cela à la fois? Le 11 juin 2026. Parcourons cette nuit avec attention. À 18h40, Elena s'enregistre au Planet Fitness au 568 Fordway. Un entraînement de 2h30 n'est pas inhabituel pour une entraîneuse personnelle. Elle reste jusqu'à environ 21h. Et puis elle sort. Pas de voiture. La police confirme qu'elle n'avait pas de véhicule. Personne ne vient la chercher. Elle est à pied. Elle s'éloigne de la salle de sport. Pas vers le parking. Pas vers quoi que ce soit de familier. Vers la zone boisée derrière le magasin L'OS Home Improvement. Pourquoi? À pied, seule, la nuit, dans les bois? C'est la question à laquelle personne ne peut répondre. Mais la nuit continue. Parce qu'à 21h17, Elena est capturée sur une caméra de parking public au 100 Old Cherokee Road. Toujours dans le sweat à capuche vert olive. Le pantalon de sport noir. Marchant en direction d'Old Cherokee Road. Pensez à ce qu'elle a parcouru à pied. De la salle de sport, passer l'OS, à travers une bande de magasins, TJ Maxx, commerces locaux, jusqu'au Publix. Plus d'1,5 mile. Dans le noir. Seule. Et puis elle a continué à marcher. Le long d'Old Cherokee Road, vers une route secondaire, un collège, un ruisseau, des arbres denses. Courait-elle vers quelque chose ou fuyait-elle quelqu'un? Son téléphone a cessé d'émettre complètement le lundi suivant. Pas de signal. Pas de données de localisation. Elle s'est déplacée dans cette communauté pendant des heures puis a disparu dans l'obscurité. Mais il y a autre chose. Quelque chose qui complique encore plus cette chronologie. Le soir du 16 juin, un membre de la communauté s'est manifesté avec un tuyau. Il a dit à la police qu'il avait vu Elena entrer dans la zone boisée près du collège Lakeside Middle School, près de l'intersection de North Lake Drive et Old Cherokee Road, la nuit de sa disparition. Mais voici le détail dont presque personne n'a suffisamment parlé. Ce même témoin dit avoir aperçu Elena dans la zone d'Old Cherokee Road entre 16h et 18h. Avant son enregistrement à la salle de sport à 18h40. Avant les images publiques de 21h17. Attendez. Stop. Cela crée une image complètement différente. Elena était-elle dans la zone boisée des heures avant de s'enregistrer à la salle de sport? Quelque chose s'est-il passé là plus tôt dans la soirée? Est-elle allée à la salle de sport puis est retournée au même endroit plus tard dans la nuit? Pourquoi retournerait-elle à l'endroit où elle était déjà allée? Ce sont les questions auxquelles les enquêteurs essaient maintenant de répondre. Le lendemain, le 12 juin, Brandon Slice signale la disparition d'Elena. Pas cette nuit-là. Le lendemain matin. Ce détail n'est pas passé inaperçu. Si votre femme ne rentre pas de la salle de sport, attendez-vous jusqu'au matin pour le signaler? Peut-être qu'il y a une explication. Peut-être qu'il pensait qu'elle était allée chez une amie. Mais c'est une question. Et les questions comptent. La recherche commence immédiatement. Le département de police de Lexington déploie un drone,
cherchant dans la zone boisée derrière Planet Fitness et l'OS. Ils ne trouvent rien. Lundi 15 juin. Une opération massive multi-agence se lance. Département du shérif du comté de Lexington. SLED. Département des ressources naturelles. Patrouille routière de Caroline du Sud. Service d'incendie. Services médicaux d'urgence. Ils ratissent les zones boisées le long de Cogman Farmland, maison par maison, arbre par arbre. Le chef de police Terence Green insiste pour dire que ce n'est pas une opération de récupération. C'est une élimination méthodique de lieux. Le résultat ? Aucune trace de Mademoiselle Moore n'a été trouvée pendant l'opération. Rien. Et puis une fausse alerte. Une publication circule sur les réseaux sociaux suggérant qu'Elena a été retrouvée. La communauté exhale. Et puis la police retire la publication. Fausse piste. Elle est toujours portée disparue. La communauté, déjà frustrée, déjà effrayée, tourne sa colère vers le département. Pourquoi cette publication a-t-elle été mise en ligne ? Pourquoi a-t-elle été supprimée ? Cherchez vous-même. Puis les images de Publix sont diffusées. 21h17. Marchant vers Old Cherokee Road. Et soudain le public a un horodatage, une direction, un visuel des derniers moments où quelqu'un a vu Elena Moore vivante. Des affaires comme celle-ci ne se résolvent pas en restant silencieux. Elles se résolvent quand les gens continuent à poser des questions, quand la pression ne se relâche jamais, quand nous refusons de laisser ces histoires s'effacer. Si vous croyez qu'Elena Moore mérite des réponses, abonnez-vous à les carnets cachés du True Crime dès maintenant. Nous n'irons nulle part tant que cette affaire ne sera pas résolue. Le 17 juin 2026. Mercredi. Sur la base du tuyau de la nuit précédente, la police agit immédiatement. À 13h30, les officiers et le personnel des pompiers commencent à ratisser les zones boisées d'Old Cherokee Road. Plusieurs agences à pied, travaillant à travers le lit du ruisseau, le pont, les arbres denses. À 14h48, ils trouvent un corps. Un corps féminin non identifié dans les bois, vêtu d'un sweat à capuche vert olive zippé et d'un pantalon de sport noir. Le chef de police Terence Green s'adresse au public. À environ 14h48, nous avons trouvé un corps non identifié qui correspond à la description vestimentaire de notre personne disparue. La coroner du comté de Lexington Margaret Fisher confirme qu'un corps féminin correspondant à la description vestimentaire d'Elena Moore a été trouvé. Pas encore d'identification positive. Une autopsie sera programmée dans les prochains jours. Et puis le département de police de Lexington demande officiellement au SLED de mener l'enquête sur le décès. Maintenant, c'est la partie qui compte le plus. Les départements de police ne font pas appel à l'unité des crimes majeurs pour des morts accidentelles. Ils n'appellent pas le SLED quand une femme en crise de santé mentale erre dans les bois et décède d'un événement médical. Ils appellent le SLED quand les enquêteurs regardent une scène et pensent quelque chose ne va pas ici. Quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Quelque chose qui nécessite plus que ce qu'un département local peut apporter. Faire appel au SLED signifie que quelqu'un, probablement plusieurs personnes, a regardé cette scène et a pensé cela nécessite plus. Et quand un journaliste demande directement au chef Green, un acte criminel est-il suspecté, il ne dit pas non. Il dit, encore une fois, c'est une enquête active et nous faisons en sorte que le SLED enquête là-dessus. Relisez cette réponse. Une question directe oui ou non, et il n'a pas dit non. Ce n'est pas la réponse d'un département qui pense qu'Elena Moore a simplement erré dans les bois et est morte de cause naturelle. C'est la réponse d'un département qui fait très attention à ce qu'il dit parce que l'enquête pourrait se diriger vers quelque chose de très spécifique. Abordons la question que tout Internet pose depuis le premier jour. Brandon Slice est-il responsable de la mort d'Elena Moore ? Soyons honnêtes à ce sujet, et soyons précis. Officiellement, Brandon Slice n'est pas un suspect. Pas une personne d'intérêt. Inculpé de rien. La police l'a dit officiellement plus d'une fois. Il a signalé la disparition d'Elena. Il coopère avec les enquêteurs. L'enquêteur privé travaillant sur l'affaire l'a décrit comme très bouleversé, très contrarié, très émotionnel. C'est la position officielle, et elle compte. Mais voici ce que Sandra Campbell, l'amie la plus proche d'Elena, a mis officiellement au dossier, et cela ne peut être ignoré. Elle dit que Brandon faisait sentir à Elena qu'elle était isolée. Qu'il contrôlait son téléphone, ses publications, qu'il s'assurait qu'elle savait tout ce que tu as c'est moi. Elle a été témoin d'appels téléphoniques où le ton envers Elena était troublant. Elle dit que le mariage était en difficulté sérieuse.
Et elle dit qu'ils essayaient activement de se séparer. Maintenant, voici ce qu'une ancienne agente du FBI et analyste des forces de l'ordre nommée Cheryl Dorpa a dit sur les soupçons entourant Brandon, et faites bien attention. Elle a dit, quand elle entre dans cette zone boisée, elle n'a pas son téléphone qui émet, et il y a des caméras complètes là-bas. Personne ne la suit là-dedans. Donc pour ces raisons et le fait qu'ils ont dit qu'ils ne voient rien, je pense que c'est faire un grand saut de dire qu'il est entré là-dedans et a commis un homicide à ce stade. C'est une enquêtrice formée qui regarde les preuves disponibles, disant que la surveillance ne soutient pas la théorie que quelqu'un l'a suivi à l'intérieur. Mais elle a aussi dit ceci, et c'est tout aussi important. Ce ne sont pas des idées mutuellement exclusives qu'elle pourrait avoir de sérieux problèmes de santé mentale et avoir des problèmes dans le mariage et être préoccupée par le mariage, et aussi avoir des crises mentales. Les deux peuvent être vrais en même temps. Alors regardons cela comme le ferait un enquêteur. Quelles sont les vraies questions qui nécessitent des réponses? Où était Brandon Slice le soir du 11 juin? Les forces de l'ordre ont-elles établi où il se trouvait? Nous ne le savons pas publiquement. Cela compte. Statistiquement, la période de séparation est le moment le plus dangereux pour une femme dans une relation troublée. Pas un fait confortable, mais un fait documenté. Son expérience dans les forces de l'ordre signifie qu'il sait comment fonctionnent les enquêtes, quelles preuves sont collectées, quelles questions sont posées. Cela va dans les deux sens. Cela pourrait expliquer un comportement prudent qui semble suspect. Ou cela pourrait signifier quelque chose de plus. Et puis il y a ceci. Sa famille a engagé Harry Duke pour enquêter. Duke est passé à la télévision en direct et a dit au monde qu'il n'y avait aucun problème dans le mariage. Sandra Campbell, quelqu'un qui était réellement là, qui a été témoin d'appels téléphoniques, qui a entendu Elena dire qu'elle avait peur pour sa vie, a appelé Duke et l'a défié directement à l'antenne. Il lui a essentiellement dit que l'affaire était maintenant entre les mains des forces de l'ordre. Pourquoi le récit de l'enquêteur privé engagé par le mari contredirait si fortement ce que les amis les plus proches d'Elena ont vécu de première main? C'est une question à laquelle seul le SLED peut maintenant pleinement répondre. Et voici la chose la plus honnête que je puisse dire. S'il y a quelque chose à trouver, le SLED le trouvera. Ils examinent chaque image de surveillance. Chaque relevé de téléphone portable. Chaque message texte. Chaque personne qui a eu un contact avec Elena dans les semaines avant sa mort. Ce sont les meilleurs enquêteurs que l'État possède. Si les preuves pointent vers Brandon Slice, ils suivront cette piste. Et si ce n'est pas le cas, alors nous acceptons cette réponse aussi, même si c'est inconfortable. En ce moment, voici la vérité confirmée. Elena Catherine Moore, 39 ans, entraîneuse personnelle, épouse, fille adoptive, pilier de la communauté de Lexington, Caroline du Sud, est sortie d'un Planet Fitness le soir du 11 juin et n'est jamais rentrée chez elle. Un corps correspondant à sa description vestimentaire a été trouvé dans une zone boisée près d'Old Cherokee Road le 17 juin. Pas d'identification officielle confirmée. Pas de cause de décès déterminée. Autopsie en attente. Le SLED enquête. C'est le dossier officiel. Tout le reste, les problèmes conjugaux, la séparation, la révélation j'ai peur pour ma vie de sa meilleure amie, les publications supprimées sur les réseaux sociaux, l'enquêteur privé engagé par le côté de son mari contredisant ses amis à la télévision en direct, les 14 ans d'expérience dans les forces de l'ordre, tout cela est du contexte. Preuve d'une vie qui était bien plus compliquée que quiconque en dehors de son cercle intime ne le savait. Maintenant, que doit-il se passer ensuite? L'autopsie. C'est tout. Les résultats toxicologiques, qui révéleraient si Elena avait des substances dans son système, si elle avait pris des médicaments, si quelque chose lui avait été donné, peuvent prendre des semaines. 6 jours dans un été de Caroline du Sud signifie que la décomposition compliquera la lecture des blessures. Mais les médecins légistes sont formés pour trouver ce que les restes leur disent. Contusion. Traumatisme. Preuve de lutte. Preuve de contention. Preuve de quelque chose qui ne correspond pas à une mort naturelle. Si la cause du décès est jugée homicide, le paysage de cette affaire change du jour au lendemain. L'enquête sur le décès du SLED devient une enquête pour meurtre. Et chaque personne dans la vie d'Elena, y compris son mari, fait face à un examen d'un type entièrement différent. Un type qui ne peut pas être géré avec un refus soigneusement formulé de parler aux médias. Si l'autopsie révèle des causes naturelles, quelque chose de cohérent avec une crise de santé mentale peut-être, alors cela devient un type différent de tragédie. Une femme qui avait besoin de plus de soutien qu'elle n'en a reçu. Une femme dont l'isolement, dont la peur, dont la santé déclinante,
tout a convergé lors d'un terrible jeudi soir. Ce résultat n'est pas moins dévastateur. C'est simplement un type différent de chagrin. Mais voici à quoi je continue de revenir. Elena Moore a dit à sa meilleure amie qu'elle avait peur pour sa vie 11 jours avant sa mort. Ce ne sont pas les mots d'une femme planifiant de disparaître. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un dans un épisode de santé mentale aléatoire sans contexte. Ce sont les mots d'une femme qui croit, spécifiquement, concrètement, que quelqu'un ou quelque chose dans sa vie posait un danger réel pour elle. Et maintenant elle est morte. Ça ne peut pas être expliqué. Cela se trouve au centre de cette affaire, et cela ne bouge pas. Il y a aussi quelque chose de plus grand ici. Quelque chose que l'histoire d'Elena nous force à regarder directement. Que arrive-t-il aux femmes qui sont isolées? Qui sont lentement coupées de leur système de soutien? Qui sont amenées à sentir, comme Sandra l'a décrit, que tout ce que tu as c'est moi. Ces femmes perdent les gens qui remarqueraient. Qui prendrait des nouvelles? Qui se présenterait? Elena avait Sandra. Sandra a remarqué. Elle a entendu les mots. Elle avait l'intention de faire un suivi. Elle a manqué un appel. Et puis Elena était partie. Ce n'est pas la faute de Sandra. Pas du tout. Mais c'est un rappel de la rapidité avec laquelle ces situations peuvent s'escalader. À quelle vitesse une fenêtre peut se fermer? Selon la ligne d'assistance nationale contre la violence domestique, quitter une relation abusive est le moment le plus dangereux pour une victime. La période où le contrôle glisse est celle où les auteurs sont les plus susceptibles d'escalader. Pas après que la séparation soit complète. Pas avant que les tensions ne commencent. Pendant la tentative de partir. Elena et Brandon essayaient de se séparer. Selon son amie la plus proche, ce processus avait commencé. Et 11 jours après qu'Elena ait dit à Sandra qu'elle avait peur pour sa vie, Elena a été retrouvée morte dans les bois. Pour Brandon Slice, quelle que soit la vérité, les prochaines semaines définiront tout. Si les preuves le disculpent complètement, alors cet homme a enduré un cauchemar 2 fois. Il a perdu sa femme. Et pendant qu'il était en deuil, le monde l'a publiquement accusé. C'est un vrai préjudice. Mais si les preuves racontent une histoire différente, si l'autopsie révèle quelque chose qui ne peut pas être expliqué par accident ou crise, alors les forces de l'ordre suivront ces preuves jusqu'au bout, peu importe qui se trouve au bout du chemin. En ce moment, le SLED fait son travail. Laissez-les faire. En ce moment, la coroner fait son travail. Laissez-la faire. En ce moment, à Lexington, Caroline du Sud, une communauté pleure une femme qu'ils connaissaient. Une femme qui entraînait leur corps. Servait leurs boissons. Remplissait leurs ordonnances. Et se présentait chaque jour, même les jours les plus difficiles. Elena Catherine Moore a été adoptée dans ce pays. Elle a construit une vie ici à partir de presque rien. Elle était la personne qui envoyait des messages vocaux de nulle part juste pour dire bonjour ma belle. Elle était la personne qui se présentait pour ses clients même quand elle s'effondrait à l'intérieur. Elle était la personne qui, même dans son pire jour, était encore la raison de quelqu'un d'autre de continuer. Son amie Sandra l'a décrite comme positive, encourageante, quelqu'un qu'elle admirait. Quelqu'un qui avait eu une enfance difficile et avait conquis tant de choses par elle-même. Elena adorait réunir les gens. Elle adorait les nouveaux endroits, les nouvelles expériences, connecter les entrepreneurs et les personnes motivées qui partageaient sa vision de ce que la vie pouvait être. Elle travaillait à plusieurs emplois. Elle était intégrée dans plusieurs communautés. Elle a eu un impact partout où elle allait. Et dans les dernières semaines de sa vie, elle avait peur. Elle était confuse. Elle était isolée. Elle criait silencieusement à l'aide de manières qui ne sont devenues claires qu'après qu'il était trop tard. Elle a dit à son amie qu'elle avait peur pour sa vie. Et 11 jours plus tard, elle était morte. Nous devons à Elena Moore de continuer à poser des questions. De ne pas laisser cette affaire s'effacer. De tenir les bonnes personnes responsables. Et de ne jamais accepter le silence là où il devrait y avoir des réponses. Les résultats de l'autopsie n'ont pas été rendus publics au moment de cet enregistrement. Le SLED n'a annoncé aucune arrestation. Brandon Slice n'a été inculpé d'aucun crime. L'enquête reste active et en cours. Mais les questions demeurent. Où était Brandon le soir du 11 juin? Pourquoi Elena a-t-elle dit à son amie qu'elle avait peur pour sa vie? Que s'est-il passé pendant cet incident d'Ordache le 4 juin qui a conduit à une visite à l'hôpital et un séjour dans un établissement de santé mentale? Pourquoi a-t-elle quitté cet établissement par elle-même? Qu'est-ce qui l'a poussée à marcher plus d'1,5 mile à pied,
seule, dans les bois un jeudi soir de juin. Pourquoi a-t-elle potentiellement visité cette zone boisée 2 fois ce jour-là, une fois en fin d'après-midi et encore après 21h? Et pourquoi la police, après avoir passé des jours à dire qu'aucun acte criminel n'était suspecté, a-t-elle immédiatement fait appel à l'unité des crimes majeurs de l'État au moment où ils ont trouvé son corps? Ces questions n'ont pas encore de réponse. Mais elles en auront. Le SLED n'abandonne pas. Les médecins légistes n'abandonnent pas. Et les communautés qui perdent l'un des leurs n'abandonnent pas. Sandra Campbell n'a pas abandonné. Elle a parlé à chaque journaliste qui voulait écouter. Elle a défié l'enquêteur privé engagé par la famille de Brandon à la télévision en direct. Elle a clairement fait comprendre que le récit d'un mariage parfait sans problème est un mensonge. Elle était là. Elle a vu les appels téléphoniques. Elle a entendu la peur dans la voix d'Elena. Et elle ne va pas laisser le monde oublier qu'Elena Moore avait peur pour sa vie 11 jours avant que quelqu'un trouve son corps dans les bois. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez de la violence domestique ou vous sentez en danger dans une relation, veuillez demander de l'aide. La ligne d'assistance nationale contre la violence domestique est disponible 24 heures sur 24 au 1-800-799 SAF. C'est le 1-800-799-7233. Vous pouvez également envoyer START par SMS au 88788. De l'aide est disponible. Vous n'êtes pas seul. L'histoire d'Elena Moore compte. Sa vie compte. Et les questions entourant sa mort comptent. Si vous croyez que des affaires comme celle-ci méritent de l'attention jusqu'à ce que chaque question ait une réponse, abonnez-vous à les carnets cachés du True Crime. Cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo. Gardez le nom d'Elena dans la conversation. Parce que le moment où nous arrêtons de poser des questions est le moment où la justice cesse d'être possible. Nous continuerons à regarder. Nous continuerons à poser des questions. Et nous ne détournerons pas le regard. Merci d'avoir regardé.